Donc la région Normandie est la région qui, vous le savez peut-être pas, est la région de France qui a investi le plus dans l'enseignement supérieur et la recherche depuis notre victoire collective, avec 500 millions d'euros qui ont été investis en 2016. Ces grands investissements ont permis d'accueillir de nombreux établissements prestigieux et d'installer dans la région de nouvelles formations dont on va vous détailler ce grand programme. Notre vice-présidente en charge, Julie Barenton-Guilas, vice-présidente en charge de la santé et du numérique de la région Normandie. Et ont accepté de participer à cette table ronde M. Mourad Boukalfa, président de l'INSA, le recteur de l'Institut catholique de Paris, s'il vous plaît, M. Emmanuel Petit, M. Marc Faudel, directeur général d'INCRA Ouest, et pour finir, M. Touzé, Emmanuel Touzé, doyen de la faculté de santé de l'Université de Caen et président de l'Observatoire national et démographique des professions de santé. Voilà. Prends-le bien. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Moi, je suis ravie d'être ici et d'animer cette table ronde. Alors, on va essayer de faire rapide, mais vous voyez, moi, j'ai pas de chance. J'ai 4 interlocuteurs et beaucoup de choses à dire. Donc, moi, je vais être rapide. Juste rappeler, effectivement, alors ça a été un peu dit, une politique de la région, donc portée par le président et la Normandie conquérante, ultra ambitieuse et énorme, puisqu'on est la région qui investit le plus en rapporté au nombre d'habitants. Donc en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Donc ça, c'est pour faire le lien, puisque avec Sophie, on travaille aussi énormément ensemble, mais pas de développement économique sans la possibilité de mettre en place des formations qui répondent, on va le voir, aux besoins socio-économiques, mais aussi une nécessité pour nous en région d'attirer le plus de jeunes, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en termes de démographie, on a une population qui vieillit, donc un enjeu fort de proposer à nos jeunes une diversité de formations, de répondre aux besoins socio-économiques de nos territoires, d'augmenter l'ambition de nos jeunes Normands qui, on peut le dire, est un peu faible, donc en proposant des nouvelles formations, en permettant aussi un accompagnement au plus près des jeunes pour les renforcer dans leurs ambitions. On y arrive. Et donc un des axes forts de cet engagement d'Hervé Morin, c'était l'accueil chaque année d'un établissement d'enseignement supérieur en région. Donc là, on aura la possibilité de vous démontrer de vous présenter 2 de nos écoles qui sont arrivées, qui sont en cours d'installation, qui ont déjà commencé leur formation depuis l'année dernière pour l'Institut catholique de Paris et depuis 4 ans, donc 2020, voilà, pour l'INCREA, l'ISAN INCREA, qui est installé à Caen. Et on a travaillé à cette installation également avec Joël. On aura le témoignage de l'INSA, donc l'INSA qui est très connue, et donc Mourad qui nous parlera de l'INSA, mais aussi, on va dire, des universités, de la manière dont on travaille en partenariat fort sur les sujets d'ajustement, de développement des formations pour répondre à nos besoins, mais aussi comment on accompagne ces établissements dans leurs ambitions pour leur permettre, que ce soit en termes de formation, de recherche, de rayonner et d'être attractif pour les jeunes voisins des autres territoires et même des jeunes étrangers. Donc on travaille sous forme, donc avec tous, sous forme d'accords de partenariat. On peut dire qu'on est des vrais partenaires aujourd'hui. On travaille tous ensemble pour aligner finalement nos politiques et être de plus en plus efficaces. Et puis on ouvrira un peu sur le champ de la santé. Alors là aussi, on dit en matière d'enseignement supérieur et recherche la région qui investit le plus, mais c'est le cas aussi en santé, puisqu'en matière de santé, on va bien au-delà de notre compétence de base, qui est celle on va dire la compétence historique de formation sanitaire et sociale. On investit bien au-delà. D'ici 2030, ça sera environ 900 millions d'euros investis, alors notamment dans le cadre du Ségur
de l'immobilier où on accompagne l'ARS dans la modernisation des établissements de santé. Mais en tout cas, Emmanuel Touzé pourra démontrer comment collectivités, universités, nous travaillons ensemble pour mieux répondre aux besoins en matière de formation et de travail sur les sujets de santé. Voilà, une université au cœur, de ces sujets de santé. Donc je vais commencer par vous donner la parole, Emmanuel, donc de présenter votre établissement et pourquoi finalement vous avez choisi de vous installer en Normandie. Merci beaucoup. Donc effectivement, l'Institut catholique de Paris est présent à Rouen maintenant depuis l'année dernière. Nous avons inauguré les locaux à la fin de l'année scolaire avec le président. L'Institut catholique de Paris est né en 1875, au moment où l'enseignement supérieur devient libre en France. Donc on est créé exactement au même moment que Sciences Po, par exemple, dans le même contexte, à quelques rues. Et en fait, nous avons des gènes normands dès le départ, puisque l'ICP est créé par un groupement d'évêques, dont les évêques normands. Donc l'archevêque de Rouen, notamment, fait partie des évêques fondateurs depuis le début. Donc nous avons des gènes normands, mais la maison a toujours été à Paris. Alors à l'époque, l'enseignement supérieur, c'est une université donc catholique qui est créée notamment, dont un des premiers objectifs est de former des enseignants. Donc il y a une faculté des lettres, une faculté des sciences, et puis de former des juristes aussi, parce qu'il y a besoin à ce moment-là beaucoup de juristes et de personnes qui s'engagent dans les questions de société. Donc l'enseignement supérieur à l'époque, évidemment, est réservé à beaucoup moins de monde, même une certaine élite sociale. C'est un contexte extrêmement différent. On vient de célébrer les Jeux Olympiques. Alors Pierre de Coubertin, par exemple, a fait sa licence de droit à l'Institut catholique de Paris, en même temps qu'il a fait ses études à Sciences Po. Voilà un profil tout à fait typique de l'époque. Il habitait rue Oudinot, c'était à 10 minutes à pied. Évidemment, le contexte a largement changé. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont vers l'enseignement supérieur. Ça s'est très largement démocratisé, mais il y a aussi encore des enjeux, malgré tout, pour certains, et certains restent un peu exclus ou un peu aux marges. On voit bien que, que ce soit par rapport à des questions sociales, des questions territoriales, il y a des clivages qui ont tendance à s'installer. Par ailleurs, pour nous, nous avions aussi le besoin de nous agrandir. Il est certain que trouver de la place à Paris dans le 6e arrondissement, c'est difficile. Donc ça a été pour nous l'occasion de réfléchir au rapport que nous avions avec le territoire canonique qui est le nôtre, c'est-à-dire de l'ensemble des diocèses qui avaient fondé l'Institut catholique, et dans le désir d'essayer de nous rapprocher des étudiants, plutôt que les étudiants viennent à nous. Nous avons décidé aussi d'aller vers les étudiants. Et donc, il y a 4 ans maintenant, nous avons ouvert un premier campus à Reims. Nous avons commencé de l'autre côté. Et puis, très vite, s'est dessinée aussi la possibilité d'un autre campus à Rouen. Dans les deux cas d'ailleurs aussi, parce que les diocèses nous avaient proposé des bâtiments qui existaient déjà, qui étaient des bâtiments assez importants dans les deux villes, qui avaient besoin de retrouver un nouvel usage. Donc il y a eu une sorte de croisement d'opportunités. Et donc le campus de Rouen a été ouvert, comme je le disais, l'année dernière. Alors, bien sûr, pour ouvrir un campus dans une ville nouvelle, le soutien des collectivités locales est absolument indispensable, parce que cela nécessite soit de construire un bâtiment adapté, soit de rénover. Dans notre cas, c'est une rénovation. Ce sont des travaux lourds, parce que faire un ERP pour des étudiants, c'est très contraignant. Bien sûr, donc ça coûte cher en termes de sécurité, d'équipement, d'adaptation des locaux. Donc, pour cela, évidemment, il faut être aidé. Et le soutien des collectivités locales a été tout à fait déterminant dans les deux projets. Et je dois dire qu'en Normandie, en tout cas, nous avons été très aidés par la ville de Rouen et par la région de Rouen. Métropole de Rouen, exactement, et la région Normandie. Nous avons trouvé un bon accueil de la part des collectivités locales, un bon accueil aussi de la part des entreprises. Très vite, nous avons voulu nous rapprocher des entreprises. C'est une chose qui, pour nous, à Paris, est assez difficile. Hein. Ça reste un point, c'est important pour une université d'avoir des liens construits avec des entreprises. À Paris, vous imaginez évidemment, ce sont souvent de très grandes entreprises. En tout cas, c'est difficile d'exister dans ce milieu, de faire sa place. C'est très concurrentiel. Voilà. Arriver dans un territoire, pour nous, ça a été l'opportunité de créer de nouveaux liens avec des entreprises nouvelles, et on a trouvé un accueil qui a été très, très favorable et un soutien très, très réel.
à la fois pour nous aider là aussi à nous installer, mais surtout pour construire des liens. Le soutien des collectivités locales, il est important pour s'implanter, et une aide financière est indispensable, mais il est important aussi pour développer l'activité et pour pouvoir s'implanter dans le territoire. Je le disais, l'ICP a toujours eu quelques gènes normands, mais enfin qui étaient discrets, et donc évidemment tout l'enjeu maintenant c'est de faire de ce campus de Rouen un véritable établissement rouennais, donc de s'insérer dans le paysage rouennais et de pouvoir offrir des formations qui soient le plus possible adaptées au territoire et construites avec le territoire. Donc pour cela, nous avons un conseil d'orientation dans lequel siègent des représentants des collectivités territoriales, notamment la région qui est en charge de l'enseignement supérieur, et des représentants des entreprises partenaires, ce qui nous permet de construire ensemble des projets et d'éprouver les idées qui peuvent être les nôtres avec les partenaires, collectivités locales et entreprises. Notre but, c'est vraiment de nous insérer dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche et de pouvoir offrir les spécificités qui sont les nôtres. Alors, aujourd'hui, l'Institut catholique de Paris est présent dans le domaine des sciences humaines et sociales, droit, économie, sciences politiques, lettres, langues. À Rouen, nous avons développé par exemple une licence d'histoire de l'art que nous avons aussi à Paris. Et nous avons l'ambition, par exemple, de structurer une filière dans ce domaine de l'histoire de l'art, monde de la culture, et nous avons des liens déjà très construits avec les institutions locales, notamment le Musée des Beaux-Arts, d'autant qu'il n'existe pas de formation dans ce domaine à Rouen. Or, c'est très important parce que tout ce qui est culturel, touristique, se développe beaucoup. Donc il y a un enjeu qui n'est pas simplement un enjeu, je dirais, de culture et de connaissances, d'érudition, mais aussi tout un enjeu économique, de vie du patrimoine. Vous savez que Rouen avait d'ailleurs candidaté pour être capitale de la culture, ça n'a pas marché, mais enfin, elle garde quand même des ambitions évidemment importantes dans ce domaine, et je pense que pour toute la région, évidemment, il y a quelque chose de très, très intéressant. Nous réfléchissons aussi à développer quelque chose, nous avons une licence de droit, nous voudrions développer quelque chose dans le domaine des assurances et du droit des assurances, et notamment en partenariat avec les acteurs juridiques locaux et une importante compagnie d'assurance qui existe à Rouen. Vous devinez, si vous êtes normand, vous avez deviné. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, nous avons ouvert des licences qui sont des licences qui existent déjà à Paris, qui ont déjà une bonne réputation et une bonne qualité. La plupart des licences sont des licences sélectives, pas toutes. Un des points importants, c'est l'accompagnement des étudiants, parce que nous travaillons avec des effectifs pas trop importants, évidemment plus petits ou plus modestes qu'à l'université publique. C'est important pour certains jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. C'est important aussi pour la réussite des études. Un point fort, c'est la transformation des études. Les étudiants qui arrivent, qui commencent en licence première année à l'ICP, normalement arrivent en L3, ils ont leur licence. Vous savez qu'actuellement, une des grosses difficultés dans les universités, c'est la très grande déperdition d'étudiants qui échouent en fin de première année ou qui se réorientent parce qu'ils ont été mal orientés au départ. Voilà, je vais être obligée de vous couper. Mais voilà, je voulais juste insister sur ça, le fait de cette adaptation. Et vous allez construire, du coup, des masters qui sont vraiment en lien avec les besoins des territoires et des choses qui n'existent pas ailleurs. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, je pense que je vais passer la parole à Marc, mais il y a aussi cette volonté de l'Institut catholique de Paris d'aller chercher dans les territoires des jeunes qui ne feraient pas d'études supérieures. Et c'est aussi un peu la démarche, peut-être Marc pourra le présenter, mais qu'a l'ISEN avec des propositions originales, notamment, mais vous en parlerez, des prépas BTS qui permettent à des jeunes qui n'iraient pas vers des études supérieures de s'y lancer. Vous, si vous voulez peut-être conclure rapidement, mais sinon je passe la parole à Marc ou on reviendra après. Non, simplement en tout cas pour rebondir sur ce que vous dites, nous allons ouvrir l'année qui vient les chemins de l'excellence, qui est un parcours que nous avons déjà développé à Paris pour aider des jeunes lycéens à aller vers l'enseignement supérieur. Donc une initiation aux méthodes de l'enseignement supérieur et voilà, découvrir un peu. Voilà. Donc ça permet d'accompagner. On fait ça avec la Caisse des dépôts, la Banque des territoires qui nous aide un peu. Et voilà, en tout cas, ça va dans le sens de ce que vous évoquiez. Bien, bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Je vais présenter rapidement les écoles d'ingénieurs et leur paysage pour vous permettre de nous situer, nous. Vous avez 3 types d'écoles d'ingénieurs en France, des écoles publiques,
À l'autre extrémité du spectre, vous avez des écoles d'ingénieurs privés à but lucratif. Et nous, on est dans ce paysage, on est dans un entre-deux. On est ce qu'on appelle des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général. Donc, c'est des associations à but non lucratif qui ont un contrat avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour développer, dans le cadre d'une mission de service public, des formations. Et en l'occurrence, nous, c'est plutôt des formations d'ingénieurs, mais aussi de cadres intermédiaires. Donc vous imaginez en fait qu'on a ce label de l'État pour développer des formations, et comme l'État n'a plus un sou, c'est les collectivités territoriales qui sont sollicitées pour accompagner notre développement. Dans ce cadre-là, dans ce paysage-là, il y a beaucoup d'établissements qui sont présents. Nous, la spécificité de l'établissement, elle est liée à son histoire. C'était une formation plutôt de spécialité, celle qui était proposée par l'ICEN, dans le domaine de l'électronique et de l'informatique. Et on a opéré, nous, un virage stratégique dans les années 2014-2015 en considérant que l'électronique, le numérique, et surtout le numérique, allait être transverse à tous les secteurs d'activité. Et ça, c'est en écoutant les industriels avec qui on discutait. Donc on est passé d'une école de spécialité dans le domaine du numérique à une école généraliste qui forme tous ces jeunes par l'intermédiaire des sciences, du numérique et maintenant de l'IA, à tous les secteurs d'activité. Donc ça veut dire que... Donc, bon, voilà, vous avez donc une transformation en fait qui est en prise directe avec les secteurs économiques dans lesquels on travaille. Donc historiquement, l'établissement a été créé à Lille. L'implantation s'est faite à Brest, que je dirige depuis une trentaine d'années. On fêtera les 30 ans cette année. On invitera éventuellement M. Morin à venir faire un petit discours sur place s'il... Je ne vous parle pas de la Bretagne, monsieur, je vous parle du Finistère Nord, c'est pas pareil. Et de la Bretagne, en fait, on a une réussite en fait sur Brest où on a créé un établissement, on forme 800 élèves ingénieurs. On a ouvert sous l'impulsion de monsieur Retailleau en région des Pays de la Loire. Je ne sais pas si vous y allez de temps en temps aussi. J'imagine. Et donc, du coup, en ouvrant à Nantes, on a, par l'intermédiaire en fait de Philippette qui est dans la salle, on a su que la région Normandie souhaitait implanter des écoles d'ingénieurs. On a candidaté. Et c'est pour vous donner en fait l'idée que le système intermédiaire, ni public ni privé, qui nous caractérise, il a cette constance d'une réactivité très forte. Donc on a rencontré alors à la fois la métropole de Caen-la-Mer, mais surtout la communauté urbaine. Mon Dieu, la communauté urbaine de Caen, la mer. On a rencontré les services de la région. En 2018, on a écrit au ministère au mois de juin 2018, on s'est fait auditer en 2019 et on a ouvert à Caen en 2020. C'est pour vous dire en fait la réactivité qui est celle de nos établissements. Alors l'ouverture en fait s'est faite avec une réactivité à la fois de l'établissement, mais aussi des services de la région qui nous ont accompagnés, qui ont toujours été très dynamiques. On parle souvent de l'impulsion des présidents, ce qui est le cas. Ce qui nous a impressionné quand on est arrivé, parce qu'on ne s'implante que quand les acteurs politiques le souhaitent, mais surtout en fait quand les acteurs économiques sentent le besoin d'implanter une école. Donc on a fait une étude de faisabilité financée par la région et on s'est très rapidement, on était convaincus auparavant, mais on s'est très rapidement mis à l'idée en fait qu'il manquait des écoles, notamment en Normandie, mais notamment en Basse-Normandie. Pour vous donner un ordre d'idée, à Brest, il y a 6 grandes écoles d'ingénieurs, École navale, IMT Atlantique, ENSTA Bretagne, enfin des grandes écoles d'ingénieurs, alors que sur Caen, qui est un bassin de population à peu près identique, il y a 2-3 grandes écoles, quoi. Et donc clairement, on a été sollicité donc par beaucoup d'industriels qui nous aident toujours maintenant à nous implanter. Donc on s'est... il faut que j'avance parce que sinon on va faire trop long et du coup je ne laisserai pas suffisamment de temps de parole à monsieur Boukalfa qui fait souvent l'inverse, donc je vais essayer. 2 exemples en fait de ce qu'on a pu créer en fait sur Caen. On est dans les locaux du MOO, là on accueille un peu moins de 200 étudiants pour le moment. La région construit pour nous un superbe édifice sur la presqu'île,
Ça sera livré en 2026, vous serez tous cordialement invités. Et puis deux petits points de focus sur à la fois l'activité de recherche, juste pour vous dire en fait que contrairement à beaucoup d'établissements privés sous contrat avec l'État, on a développé les scènes autour de la recherche. Et la recherche en fait se finance par des contrats avec des industriels. Et on travaille dans le cadre de plusieurs chaires industrielles, et notamment une qui est... je pourrais échanger avec vous par la suite sur le sujet. Une qui a été montée avec Acom, qui souhaite, et ça se fait depuis 3 ans, on a re-signé l'été dernier, reconsidérer leur supply chain par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle que nous on maîtrise. Et vous voyez en fait cette capacité à collaborer avec des industriels fait qu'on arrive à développer une recherche de qualité en l'équilibrant financièrement sans trop d'aide de l'État. Et je finis juste par l'exemple qui a été suggéré par Madame Baranton-Guillas, qui est que, et vous le savez tous, la capacité en fait à développer une région et de par son économie nécessite que des jeunes soient intéressés par les métiers scientifiques et techniques. Et la double contrainte qui est la nôtre, c'est que, sans trop polémiquer, mais bon, la démographie n'est pas bonne, tout le monde le sait. En Normandie, elle est encore plus catastrophique qu'ailleurs. Donc on a de moins en moins de jeunes intéressés par les métiers, moins de présents, et de moins de jeunes, en fait, malheureusement, intéressés par les métiers scientifiques et techniques du fait de la réforme du lycée. Ça veut dire en fait qu'on a une désagrégation en fait du nombre de jeunes qui sont intéressés par ces métiers scientifiques et techniques qui sont nécessaires au développement économique. Donc par l'intermédiaire d'une aide de la région aussi de la même façon, on a développé nous un partenariat, alors essentiellement développé avec des lycées d'enseignement catholique sur tout le territoire pour aller chercher les jeunes où ils sont sur les territoires pour minimiser les frais de scolarité, les frais de déplacement dus à la nécessité de se déplacer souvent dans les grandes villes pour suivre des études, notamment d'ingénieurs. Donc on a pour l'instant un partenariat avec 5 lycées sur Alençon, Avranches, enfin bon, je pourrais vous les détailler, où on fixe des jeunes pendant 2 ans dans des BTS. Alors nous on ne recrute pas sur BTS, mais on apporte une formation complémentaire tous les soirs à ces jeunes qui rejoignent par la suite après 2 ans de formation. Donc voilà, l'idée c'est de considérer que le déclin démographique et l'appétence moindre des jeunes pour les sciences, ça peut être contrebalancé par des politiques locales d'incitation et d'accompagnement des jeunes et de leurs familles, souvent modestes, qui n'ont pas les moyens d'envoyer les jeunes dans les grandes villes. Et c'est en présent dans les régions et en territoire qu'on arrivera à le faire. Je finis. Voilà, merci Marc. Donc Mourad, je te laisse la parole et là ce sera peut-être plus l'occasion d'expliquer comment on travaille avec les établissements historiques et comment on noue nos partenariats et sur quel sujet. En essayant de ne pas être trop long. Merci Mourad, Julie, cher Hervé, chère Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici, de porter la parole pour l'enseignement supérieur, pour tous mes collègues. J'espère que je vais être représentatif. Tout simplement pour vous dire, moi je suis Mourad Boukalfa, je suis directeur de l'INSA de Rouen en Normandie. Je suis président du groupe INSA qui a cette école au niveau national, donc avec plus de 20 000 élèves ingénieurs. Et aussi donc président du CEN, Campus des métiers et des qualifications, qui a une mission particulière qui nous tient tous à cœur, qui tient particulièrement à cœur à Monsieur le Président, qui est donc le lien entre l'entreprise, les lycées et le supérieur, enfin tout ce qui est secondaire et supérieur. Et je pense que c'est le cœur du système qui doit être, à mon avis, un peu plus en Normandie, réactivé, activé complètement et soutenu de manière à pouvoir faire le lien complet pour tout type de formation. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout le panel de formation, comment il va aller vers les besoins. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, en fait, je suis en Normandie depuis plus de 34 ans maintenant et j'ai vu le passage, puisqu'on parle de 10 ans, donc de bilan des 10 ans, de fête de la pomme, donc de la Normandie conquérante. C'est un mot qui me plaît bien, la conquérance, d'être conquérant, parce que ça manquait, et ça manque toujours un peu. Et donc, par chacun, donc c'est pas encore complètement approprié. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne sait pas vendre nos valeurs, on ne sait pas montrer nos valeurs, notre qualité, donc notamment en France, à l'extérieur, dans d'autres endroits. On est beaucoup plus des faiseux, comme on dit. Et donc, il faut montrer ce qu'on sait faire et nos réussites.
Et je pense que ces 10 années donc, qui sont passées, avec la réunification de la Normandie, que M. le Président a porté à bras-le-corps, pour l'enseignement supérieur en tout cas, qui travaillent déjà ensemble à regagner en visibilité et gagner en dynamique. Et c'est une question de soutien aussi par la région, mais aussi d'identité. Et cette identité a été retrouvée à travers cette réunification de la Normandie, qui était incomprise pour l'extérieur. Moi, je ne comprenais pas, quand je suis arrivé ici, je ne comprenais pas pourquoi il y a de Normandie, alors tout était pareil. Et finalement, il y avait, au-delà des moyens qui ont été mis, des moyens très importants, on a parlé de 500 millions d'euros, ça c'est des moyens directs, et je pense qu'il y a beaucoup de soutien indirect aussi, qui est induit par ce soutien-là. Lorsque vous mettez 1 euro de la région, vous allez avoir 1 euro de l'établissement et 1 euro de l'État, voire de l'Europe. Donc ça veut dire qu'on est sur un système vertueux, la région qui impulse, qui soutient, et qui va donner un impact extrêmement important après. Mais après, ce n'est pas une question de moyens seulement, c'est une question de méthode. Et la méthode, je pense qu'on l'a trouvée, à part Monsieur le Président a réunifié la Normandie, il voulait réunifier les universités, le monde universitaire, je pense que là, c'était un peu compliqué. Le monde universitaire est particulier, hein, n'est-ce pas? Et finalement, ces derniers temps, il y a ce qu'on a appelé donc, les accords de partenariat. C'est quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'on voit bien que chaque établissement a sa spécificité, parce qu'il y a des territoires, les métropoles, l'environnement industriel, aussi les questions sociétales, et aussi la spécificité des spécialités de chaque établissement. Et là, on a vu des réussites ces derniers temps. Vous avez donc la réussite sur les projets Excellence, hein, qui ont été pour les 3 universités, avec les partenariats avec les écoles, ont permis d'obtenir, donc chaque université a obtenu un projet reconnu au niveau de France 2030, avec des experts internationaux, et donc qui est des financements importants, et qui sont dus aussi, qui sont le résultat de l'investissement de la région. C'est direct, c'est l'investissement de la région qui a porté tout cela à ce niveau. Et d'autres réussites, hein, puisqu'on est en termes de bilan, je pense qu'il faudrait qu'on organise un séminaire complet hein, pour le travail qui a été fait, qui a été donc, au niveau donc, des universités et aussi des écoles. C'est ce soutien direct sur des projets. C'est-à-dire, vous avez un projet, c'était très clair avec la région, avec les équipes de la recherche et de la formation, de l'enseignement supérieur en tout cas, quel est l'objectif, quelles sont les retombées et les marqueurs pour le territoire. C'est la première question qui est posée. Et ensuite, dans ce cas-là, on se retrouve devant une situation, soit c'est l'industrie, soit c'est la société, soit c'est la santé, et donc les investissements arrivent très vite. Et c'était un plus pour nous, donc dans le développement et le portage de ces projets au niveau national. Parce que l'enjeu, ce n'est pas seulement de faire son projet en local, mais d'exister et d'être reconnu au niveau national et international. Et cela a permis d'avoir donc des forces nouvelles, des projets réussis, donc portés au niveau national et international. Et je pense que ça, c'est une réussite aujourd'hui. On le voit à travers tous les marqueurs qui concernent l'enseignement supérieur. On peut citer des exemples. Hein. Par exemple, j'ai cité France 2030, le projet donc 3NC, que la région 3NC, c'est nouveau nucléaire, nouvelle compétence, qui a été porté, initié par Monsieur le Président directement, et qui a donc vu le SGPI, vu avec EDF, vu directement Madame la Ministre, et qui a lui-même, avec, bien évidemment, on était quelques-uns autour de la table, de porter le projet collectivement et de pouvoir, donc, ce projet consiste à former, enfin, je décris rapidement, hein, donc, il y a la construction de l'EPR, hein, donc, et avec le projet carénage, on a besoin d'une 30 000 entre ingénieurs et formation dans le supérieur. Et donc, quelque part, il faut un effort supplémentaire, de formation supplémentaire pour faire face à ce besoin. Et l'État donc, a réussi à avoir ce projet grâce à cet investissement de la région, donc politique, mais aussi financier, qui a permis, et les industriels, bien évidemment, donc pour avoir ce projet. Et c'est le premier en France, le montant le plus élevé et aussi qui est marqueur au niveau national pour la formation dans le domaine du nucléaire et la rénucléarisation, en fait, toutes les centrales nucléaires à venir. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un progrès important. Ce n'est pas que les financements, j'insiste beaucoup, c'est la méthode. Et la méthode a son sens parce qu'on travaille sur l'avenir, sur des objectifs communs
et qui sont comportés par tous. Et donc, moi, je me félicite de cette avancée et je trouve que c'est quelque chose de très positif. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais on est sur la bonne voie. Oui, merci Mourad Messier. Merci. Voilà. Et Mourad a insisté sur cette capacité qu'on a aujourd'hui à travailler tous ensemble, hein, donc partenaires d'enseignement supérieur, mais industriels, où on se met tous autour de la table et on arrive à construire ensemble pour répondre à nos besoins collectifs. Et c'est un peu aussi le sujet, c'est pour ça que je fais le lien avec le sujet de l'accès à la santé, où là, on est aussi, historiquement, on travaille, la collectivité travaille énormément avec les professionnels de santé et les universités pour pouvoir mieux répondre. Pardon ? Et l'ARS, effectivement, où l'ARS maintenant c'est du quotidien pour nous. Mais voilà, on travaille ensemble pour pouvoir répondre au mieux au sujet de l'accès à la santé qui est effectivement problématique et qui, de toute façon, sans accès à la santé, on ne pourra pas non plus répondre au reste. Donc voilà, je vais laisser la parole à Emmanuel qui va justement expliquer comment l'université se retrouve finalement au cœur de ce sujet de l'accès à la santé et peut-être aussi, parce que c'est l'endroit et le moment de dire comment on arrive à bien travailler ensemble. Voilà. Merci Julie, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense qu'on pourrait aussi passer beaucoup de temps sur les sujets de santé. Le lien entre la formation et la réponse aux besoins de santé, il est évident sur les problématiques de formation en santé. On a une responsabilité comme organisme de formation en santé de répondre aux besoins de notre territoire. Mais pourtant, pendant très longtemps, en fait, chacun travaillait dans son coin. Et les formations en santé, finalement, définissaient le nombre d'étudiants, la façon dont on les formait, de façon totalement déconnectée des besoins de santé, parce qu'il y avait toujours une bonne raison de dire oh, on n'a pas assez de profs, on n'a pas assez de locaux, ça coûte trop cher et on ne peut pas faire. Et en plus, il y avait une organisation nationale qui était parfois imposée et des choses totalement aberrantes. Par exemple, en Normandie, il y a des formations en santé qui n'existaient pas, je vais y revenir tout à l'heure, et comme par hasard, puisqu'il n'y a pas de formation, eh bien, on n'avait pas de professionnels dans ce domaine. Donc on a retroussé les manches collectivement depuis plusieurs années, et c'est vrai que la région a été très très importante dans cette action. Elle a été parfois l'aiguillon qui a dit là il faut vous bouger, là, l'université, les formations en santé, l'ARS, les collectivités, pour mieux répondre à ces besoins de santé. Bon, après, il y a eu aussi un certain alignement de planètes sur des données, enfin sur des orientations nationales, mais on a quand même réussi quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire, que vous n'arriviez pas à faire depuis 20 ans, c'est de créer des formations dentaires. Et ça, je crois qu'il faut vraiment féliciter la région, à la fois parce qu'elle a poussé politiquement, mais aussi elle a contribué financièrement de façon très importante pour créer ces facultés, et notamment par l'accompagnement au niveau des fauteuils dentaires. Donc ça a été une réussite. On est au début de l'histoire parce qu'on y va tout doucement. En effet, on a encore des difficultés pour recruter des enseignants. Mais je crois que c'est un quand même des plus gros succès qui devrait corriger les inégalités d'accès aux santé dans les années qui viennent. Alors il y a eu d'autres formations en santé qui ont été aussi impulsées. Les formations d'audioprothèse, les formations d'orthoptistes qui sont maintenant existantes en Normandie. Et là aussi, la région a été très, très aidante pour ces formations. Alors, il y a la question de l'accès à la santé, c'est surtout aussi des questions d'inégalité territoriale. C'est-à-dire que, certes, la Normandie a une plus faible densité de professionnels de santé, mais quand on va plus dans le détail, plus au niveau je dirais, régional, on a aussi des inégalités très importantes. Et ça, c'est en partie lié au fait que les formations, elles sont très centrées sur les métropoles. Les formations médicales, c'est les CHU, etc. Donc, là, avec les collectivités et l'ARS, on a essayé de déconcentrer ces formations pour envoyer plus les étudiants vers les territoires et faire en sorte que quand ils ont été formés dans un territoire, ils puissent y rester parce qu'ils y trouvent une satisfaction professionnelle, une satisfaction dans leur vie, etc. Mais pour ça, on a eu besoin
d'augmenter les capacités de formation, puisqu'il faut quand même qu'il y ait des personnes qui encadrent ces étudiants. Et là aussi, grâce aux collectivités, grâce à l'ARS, on a pu créer des postes d'enseignants dans les territoires, dans les établissements de santé, dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, que ce soit des médecins généralistes, que ce soit des médecins spécialistes. Et grâce à ça, on a aussi activé des leviers pour augmenter l'attractivité de ces sites. Et donc, on a fait des postes d'enseignants dans la Manche. On a réussi aussi dans l'Orne, notamment en kinésithérapie, grâce au soutien de la communauté de l'Orne. Même si l'Orne, ça reste plus difficile, parce que vraiment, on a un déficit en professionnel, et donc trouver des leaders, c'est plus difficile, mais on va continuer à se battre dans ce domaine. Sur la santé, ce n'est pas déconnecté de la recherche, et là aussi, une recherche forte en santé est indispensable pour donner de l'attractivité pour nos professionnels. Et là aussi, la région est extrêmement importante, puisqu'elle a appuyé énormément de projets de recherche, notamment dans les axes forts qui ont été identifiés dans chacun des territoires. Je n'ai pas le temps de détailler parce qu'on pourrait y passer. Mais là, juste peut-être pour conclure, c'est de dire que là aussi, dans le même exemple que Mourad donnait, c'est que quand on travaille ensemble, eh bien, chacun finalement va apporter une pierre, et on arrive à construire des choses malgré un cadre national qui est parfois très contraint, malgré parfois des contraintes locales aussi. On a chacun nos propres contraintes, mais collectivement, on arrive à faire des choses. Et moi, je me félicite vraiment de tout le travail qu'on a pu accomplir ensemble depuis plusieurs années. Et j'espère qu'on va continuer, parce qu'il y a encore beaucoup de travail et on a encore beaucoup d'idées, je crois. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Bon. Merci beaucoup pour vos témoignages. Et puis, effectivement, je lance l'idée, mais c'est vrai qu'il nous faudrait un séminaire complet pour... ouais. On va faire ça. Merci, Président.